Mais au cœur de l'été 2024, coup de théâtre. Emmanuel Macron s'aligne sur la position du Maroc. C'est la fin d'une longue brouille entre les deux pays, alimentée par un désaccord fondamental. 15 pays européens ont accepté de dire le Sahara est marocain, et la France, ancienne puissance tutélaire, amie du Maroc, ne l'a toujours pas fait. Et là, pour les Marocains, c'est incompréhensible. Le journaliste François Soudan révèle ce que le roi du Maroc dit aux dirigeants étrangers lorsqu'il aborde ce sujet. Si vous êtes avec moi, il ne faut pas faire comme les Français. Il faut faire comme les Espagnols, les Allemands, les Américains, pas faire comme les Français. C'est-à-dire que les Français disent que le plan d'autonomie marocain est une solution crédible pour l'avenir du Sahara. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut dire que c'est la solution, la plus crédible. Tant que votre wording n'a pas évolué, on aura un problème, vous et nous. C'est sur ce terrain miné que la tension entre la France et le Maroc va prospérer. Ce qu'on a appelé la crise des visas est un épisode important de la confrontation. Les pays du Maghreb refusent de récupérer leurs ressortissants expulsés par la France. Paris lance ses représailles. Il y a plusieurs mois que M. le Président de la République a donné instruction au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, au ministre des Affaires étrangères de réduire de façon significative le nombre de visas accordés aux ressortissants d'Algérie, du Maroc pour 50%, un visa sur deux, et 30% pour la Tunisie. À Rabat, cette disposition qui humilie des membres de l'élite marocaine bloqués aux frontières ne passe pas du tout. C'est l'escalade. Des visites de ministres sont annulées, les projets de coopération reportés. En juillet 2021, une autre affaire encore plus explosive suscite un conflit opposant frontalement Mohamed VI et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dans le viseur des services secrets marocains, potentiellement ciblé par un logiciel espion nommé Pegasus. A-t-il été écouté, surveillé via son téléphone portable? Une certitude, l'un de ces numéros apparaît sur une liste de plus de 50 000 numéros, dont plusieurs milliers de Français. Des numéros sélectionnés par divers pays étrangers en vue d'être espionnés par une technologie développée par NSO, une entreprise israélienne. L'Élysée a réagi ce soir après ces révélations. Si ces faits sont avérés, ils sont très graves. Toute la lumière sera faite sur ces révélations. Mon sentiment personnel est que le Maroc, comme toutes les puissances en devenir, ou moyennes ou grandes puissances, a une politique de renseignement très efficace. Et je pense personnellement qu'elle fait le maximum pour recueillir le maximum d'informations sur tout ce qui peut avoir attrait à sa puissance, à son influence. Au téléphone, les deux dirigeants s'écharpent littéralement. Emmanuel Macron veut que Mohamed VI reconnaisse son implication personnelle dans l'opération d'écoute dont il a été la cible. Il y a toujours des malentendus dans les relations personnelles ou d'État à État. Parfois, un pays pense que si la justice prend telle ou telle attitude, c'est concerté avec le pouvoir. De la même manière, lorsqu'il y a des problèmes qui peuvent exister de fonctionnement de service, que ça peut avoir là aussi quelques liens avec ce que souhaite ou ne souhaite pas un État. J'ai connu ce type de malentendu. La tension touche à son paroxysme. Le président français tente de calmer le jeu lors d'une conférence de presse consacrée à l'Afrique qui a lieu à l'Élysée le 27 février 2023. Moi, ma volonté est vraiment d'avancer avec le Maroc. Sa Majesté le Roi le sait, nous avons eu plusieurs discussions. Les relations personnelles sont amicales, elles le demeureront. Il y a après toujours des gens qui essaient de monter en épingle des péripéties. Les scandales au Parlement européen, les sujets d'écoute qui ont été révélés par la presse. Est-ce que c'est le fait du gouvernement de la France? Non. Est-ce que la France a jeté de l'huile sur le feu? Non. Voilà. Donc il faut avancer malgré ces polémiques, mais enfin sans en rajouter. Et la relation du palais est venue immédiatement pour dire les relations entre Mohamed VI et Emmanuel Macron ne sont ni bonnes ni amicales, de manière claire. 2 ans après l'affaire Pegasus, une intervention d'Emmanuel Macron, pourtant pleine de bons sentiments, va avoir un effet catastrophique. Bonjour, je voulais m'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains pour vous dire que la France a été bouleversée de ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, de ce terrible tremblement de terre,
Et nous avons évidemment une pensée pour les disparus, leurs familles, pour les blessés. Dans les codes de la monarchie chérifienne, un président étranger ne s'adresse pas directement au peuple marocain. Tout est bloqué entre la France et le Maroc. Pour les connaisseurs de ces deux pays unis par une relation passionnelle, il n'existe qu'une seule méthode susceptible de dénouer la situation. On a dit combien de fois aux gouvernants, à l'Élysée, si vous ne mettez pas un peu d'affectif avec le Maroc, vous n'y arriverez pas. Vous êtes en face de la monarchie la plus ancienne du monde avec celle du Japon. Ne vous comportez pas comme avec des diplomates. C'est justement sur ce terrain que le président français prend enfin une décision qui séduit le palais. Le 19 février 2024, son épouse Brigitte invite les 3 sœurs du roi à déjeuner à l'Élysée. Mohamed VI fait fuiter dans la presse qu'il bénit cette rencontre. À partir de ce moment, les conditions de la réconciliation sont réunies. Un personnage joue un rôle déterminant dans ce processus entre Paris et Rabat, le ministre français des Finances, Bruno Le Maire. En réalité, pour moi, la relation France-Maroc, elle a été relancée d'abord à Marrakech, par ses relations économiques, financières, et par l'entretien que j'ai eu avec le Premier ministre marocain, qu'en plus je connais de longue date, et la relation personnelle, ça joue beaucoup, puisqu'il était mon homologue ministre de l'Agriculture au moment où j'étais ministre de l'Agriculture français, entre 2009 et 2012. Il y a eu ensuite des visites bilatérales, il y a eu Casablanca, et nous avons travaillé de manière très opérationnelle, en regardant sujet par sujet, projet par projet. L'un de ces projets commence même à changer discrètement la vision de la France sur le Sahara. Et elle a franchi un pas qui peut paraître très difficile à comprendre et à déchiffrer pour d'autres personnes que des diplomates aguerris, mais qui est un vrai pas politique majeur à travers une décision, qui est de financer un projet de développement d'une infrastructure énergétique qui va relier Dakhla, donc dans le Sahara occidental, avec Casablanca. C'est déjà un geste politique qui, je pense, n'a pas échappé aux autorités marocaines. De l'économie à la politique, il n'y a qu'un pas. À droite notamment, on pousse le président Macron à reconsidérer la fameuse position médiane française sur le Sahara occidental. Le deuxième personnage de l'État, Gérard Larcher, nous raconte dès mai 2024 l'action qu'il a menée en coulisses. Maintenant, il s'est passé un certain nombre d'années, il y a eu une évolution de la région. Je crois qu'il va falloir qu'on réexamine cette position. En tous les cas, j'ai écrit au président de la République française mon sentiment sur ce sujet, que nous sommes en 2024 et que 2024 n'est plus tout à fait 2007. Et que sur ce sujet, il me semblait que nous devions évoluer. Quelques semaines plus tard, le 30 juillet, de façon totalement inattendue pour la communauté internationale, le président Macron rompt avec la doctrine diplomatique traditionnelle de la France. Dans une lettre au roi Mohamed VI, il apporte son soutien à la marocanité du Sahara occidental. C'est le geste qu'attendait depuis tant d'années la monarchie chérifienne. Le temps des grandes retrouvailles est arrivé. Vous allez venir à Paris. Si vous avez 5 minutes, si le protocole vous laisse un peu de temps, qu'aimeriez-vous faire ? Sortir me promener un peu. Tout seul dans les rues ? Oui. Et où ? Sur les quais. 50 ans après cette confidence, Mohamed VI continue d'écouter sa voix d'enfant. Lors de ses voyages officiels à l'étranger, il aime découvrir les capitales en se promenant dans les rues. Dirigeant son pays de manière résolue, il continue cependant de cultiver son jardin. Et quand il est arrivé au pouvoir, après son père, beaucoup n'avaient pas imaginé que son règne puisse durer aussi longtemps. Et qu'il y a montré beaucoup de constance. On le disait plutôt désinvolte, prêt à vivre une pluralité d'existence. Eh bien, en réalité, il a montré de la cohérence, il a montré de la continuité, il a montré de la volonté, ce qui explique un règne particulièrement long et qui n'est pas terminé. Justement, comment se projette-t-il sur l'avenir ? Sera-t-il le roi qui mènera le Maroc à une monarchie parlementaire à l'espagnole ou à l'anglaise ? Je n'envisage pas que le roi du Maroc ait un rôle de marionnette inauguratif, comme on peut le voir en Espagne. Il restera le patron de la diplomatie, il restera le patron des services de sécurité. Je pense que les Marocains sont conscients que le pouvoir du roi fait l'équilibre
sur la dispersion logique, démocratique de l'élection, pour éviter que ça ne devienne ou conflictuel ou que ça n'aboutisse à la paralysie. L'autorité du roi est pour le moment nécessaire. Alors après, dans 20 ans, dans 50 ans, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, il faut en rester là. La longue marche de Mohamed VI se poursuit, avec une mission, celle de transmettre à son fils, le prince héritier Moulay Hassan, un Maroc en phase avec les enjeux de son époque, mais fidèle à la tradition de la dynastie alaouite. Il y aura toujours une part, je dirais, irréfragable de mystère, d'indicible, dans la relation entre les Marocains et leur roi, qui nous échappe à nous, complètement. À nous, républicains européens. Qui nous échappe. Et il faut le reconnaître, il faut avoir la modestie.